Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour participer à ce webinaire. Alors, je suis Maëva Razata, référente technique sur la thématique de l'eau au sein de la Chambre de métiers et d'artisanat Grand Est. Et je vais vous présenter l'étude sur les enjeux liés à l'eau dans l'activité de coiffure. Donc, cette étude, elle a été réalisée par la Chambre de métiers et d'artisanat Grand Est grâce au soutien de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et elle a pour objectif de présenter les solutions adaptées pour cette activité afin de réduire son impact sur la ressource en eau. Donc, nous avons prévu un temps de présentation d'1 heure avec les questions. Et au programme, nous commencerons par une introduction de Philippe Mucchielli, directeur du Centre de ressources de la Chambre de métiers et d'artisanat Grand Est. Nous entrerons ensuite dans la présentation de l'étude, en introduisant tout d'abord avec l'état des lieux de la ressource en eau. Puis nous verrons d'une part le contexte réglementaire qui encadre la protection de cette ressource, et d'autre part les enjeux et tendances du secteur de la coiffure. Nous arriverons ensuite aux solutions adaptées pour la profession et aux scénarios opérationnels qui vont permettre d'accompagner la mise en place d'actions pour réduire l'impact sur la ressource en eau. Et enfin, la conclusion, qui sera plutôt une ouverture, sera l'occasion de reprendre les éléments clés pour accompagner au mieux le changement de pratique dans l'activité de coiffure. Je vous laisse la main. Donc, bonjour à tous. Merci Maëva pour cette première introduction. J'enchaîne pour vous présenter le contexte du pôle environnement. La Chambre de métiers de l'artisanat à Grand Est a fait le choix d'avoir une structuration avec des équipes de proximité. Donc, en fait, sur chaque département, classiquement, comme dans toutes les chambres de métiers, et d'ailleurs, je remercie un certain nombre de chambres de métiers qui participent aujourd'hui de se joindre à cet événement, vous avez des équipes en proximité sur le terrain dans chaque département. La particularité, c'est la structuration au niveau d'un centre de ressources. On a fait le choix, donc, au niveau de la CMA Grand Est, d'avoir des référents techniques, experts, sur différentes thématiques. Aujourd'hui, Maëva Razata vous présente le travail qu'elle a mené sur l'étude de eau dans la coiffure. Vous avez également donc une référente technique sur tout ce qui est expertise en économie circulaire, qui s'appelle Mélissa Laurent, et un référent technique qui s'appelle Gauthier Delorme, qui lui se positionne sur tout ce qui est énergie-mobilité. Les trois référents travaillent conjointement avec la même approche qui consiste à rechercher de manière anticipée des solutions innovantes pour que nos entreprises puissent, dans ces différentes thématiques, avoir au quotidien des réponses de proximité via les conseillers. Donc, en termes de production de ressources, au-delà de l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui explore les différentes solutions qu'on peut apporter en termes de gestion de la ressource en eau dans la profession de la coiffure, on va plus loin, on produit donc des fiches techniques, des notes de veille. D'ailleurs, certaines personnes qui assistent à cette visio aujourd'hui ont l'habitude de nous solliciter pour cette production de ressources. Et puis, on crée aussi des outils à chaque fois qu'on a une nouvelle thématique qui émerge, comme la gestion des biodéchets, la mobilité. Cette année, nous avons créé des outils adaptés pour que les chargés de mission puissent en proximité accompagner pleinement les entreprises. Voilà pour la partie introductive. Je vous signale que vous avez accès à des questions. Donc, si vous souhaitez au fur et à mesure poser des questions, on prendra des temps au fur et à mesure pour y répondre. Donc, n'hésitez pas à aller dans la partie questions pour poser vos questions quand Maëva aura abordé certains sujets. Parfait. Merci pour cette introduction. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais présenter l'étude qui a été menée en 2022 sur les enjeux liés à l'eau dans l'activité de coiffure. Et avant de présenter cette activité, je vais rappeler le contexte dans lequel se trouve actuellement la ressource en eau. Donc, pour cela, nous verrons d'une part le volet quantitatif qui traduit la disponibilité de cette ressource, et d'autre part le volet qualitatif qui fait référence à des paramètres biologiques et chimiques. Donc, sur l'aspect quantitatif, nous avons pu constater ces dernières années une raréfaction de la ressource en eau. Une des causes est le manque de pluie efficace pour recharger les nappes d'eau souterraines et combiné à des périodes de sécheresse.
Donc, lorsque cette ressource devient insuffisante pour préserver les utilisations prioritaires de l'eau, eh bien, des niveaux d'alerte sont mis en place par département et peuvent être associés à des restrictions d'usage. Donc, ces informations, elles sont mises à disposition sur le site Propluvia, que vous connaissez sûrement. Et on peut voir ici une comparaison des niveaux d'alerte sécheresse entre septembre 2021 et septembre 2022. Et donc, ces cartes, elles illustrent bien l'évolution de la ressource qui a été fortement impactée par l'été particulièrement sec et chaud de l'année dernière. Donc, avec le changement climatique, ces épisodes de sécheresse, ils sont amenés à être de plus en plus fréquents et à s'étaler sur des périodes plus étendues. Et ce manque d'eau, eh bien, il induit également une diminution des débits moyens des cours d'eau et du fait d'une moindre dilution de la concentration des polluants dans ces cours d'eau, eh bien, la qualité de l'eau est impactée. Donc, ce qui nous permet d'arriver sur l'aspect qualitatif de la ressource en eau. Donc, on peut voir ici sur cette présentation, d'une part, les objectifs qui ont été fixés dans le cadre de la directive cadre sur l'eau. Donc, cette directive qui a pour objectif de préserver et restaurer l'état des masses d'eau. Et d'autre part, un graphique qui présente l'état écologique de la masse d'eau rivière sur le bassin Rhin-Meuse, donc sur les données 2015-2017. Donc au niveau des objectifs, on peut voir que d'ici 2027, ce sont 52% des masses d'eau qui devront atteindre le bon état écologique, soit 20 points de plus que la situation actuelle, donc qui est actuellement de 26,5%. Et par ailleurs, pour le bon état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines, les objectifs sont respectivement de 67 et 69%. Donc ces objectifs, ils sont a priori ambitieux, mais restent atteignables, sachant que globalement, les actions mises en place ces dernières années ont permis d'améliorer l'état des masses d'eau. Cependant, c'est le changement climatique qui impacte le cycle de l'eau qui représente vraiment un risque fort de non-atteinte de ces objectifs. Et donc, des efforts sont vraiment attendus pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà. Donc, au niveau, donc face à ce constat de l'état de la ressource en eau, eh bien, plusieurs actions sont à mettre en œuvre par les collectivités pour à la fois sécuriser l'approvisionnement en eau potable et pour respecter les objectifs de réduction, voire de suppression des émissions de substances à enjeu. Donc, pour mener à bien cette deuxième action sur la réduction en substances à enjeu, eh bien, une réglementation a été mise en place, donc avec l'Action nationale de recherche de substances dangereuses dans l'eau. Donc, cette réglementation a été mise en place en 2000. Elle était initialement lancée sur les installations classées, donc là où les risques de pollution sont forts. Et cette action, elle a été étendue aux stations de traitement des eaux usées d'une capacité supérieure à 10 000 équivalents habitants. Donc, les collectivités sont donc en charge de faire cette action de recherche de substances. Et donc, cette action, elle a également évolué pour intégrer en 2017 la démarche d'un diagnostic amont, dont le but est d'identifier les sources d'émissions de ces substances et de mettre en place du coup des plans d'action. Donc, suite à la recherche de ces substances, il y a deux voies principales qui permettent de les réduire. Donc, dans un premier temps, il y a l'amélioration des systèmes de traitement au niveau des stations de traitement des eaux usées. Mais il y a aussi la réduction des usages en substances dangereuses. Et donc là, on parle de réduction des pollutions à la source. Alors, pour mettre en place ces actions, les collectivités, elles sont face à plusieurs enjeux. D'une part, l'évolution des facteurs de pression, que sont la population, l'urbanisation ou le développement des activités économiques.
Et pour illustrer ce dernier exemple, eh bien là, l'enjeu, c'est pour les collectivités d'encourager le développement économique des entreprises afin de rendre le territoire plus attractif, mais tout en réduisant le rejet en substances dangereuses. Un autre enjeu pour les collectivités, c'est de connaître les différentes sources de rejet de polluants, puisqu'on distingue les pollutions accidentelles qui se produisent localement, ponctuellement et souvent massivement d'ailleurs. Celles-ci sont assez facilement identifiables. Et il y a également les pollutions diffuses. Donc là, ce sont des pollutions qui viennent de différentes sources, qui sont peu visibles, mais dont les effets sur l'environnement sont tout aussi importants. Et en fait, les pollutions diffuses sont l'une des causes principales de la dégradation des masses d'eau en France. Donc c'est la multiplicité des émetteurs qui rend difficile la lutte contre ce type de pollution. Et donc voilà, pour identifier ces différents émetteurs, les collectivités ont besoin de connaître les sources de pollution, puisque l'enjeu final, c'est d'agir auprès des différents acteurs, que ce soit des professionnels ou des particuliers. Et donc, les collectivités doivent trouver le moyen d'entrer en contact avec l'ensemble des usagers de l'eau. Donc, voici pour le contexte réglementaire. Donc, je vois juste qu'il y a une question. Donc, au niveau des supports PowerPoint, oui, ils seront envoyés et le replay également. Donc, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet en parlant de l'activité de coiffure, puisque dans le cadre de ces prestations, l'activité de coiffure consomme des volumes d'eau et utilise des produits contenant des substances dangereuses qui se retrouvent finalement dans les rejets d'eau usée. Par ailleurs, l'activité de coiffure représente la deuxième activité artisanale la plus pratiquée en France et le nombre d'établissements est en constante évolution. Donc, de par la représentativité et les enjeux liés à l'eau, eh bien, cette activité constitue une pression non négligeable sur la ressource en eau. Et puis, pour faire référence à ce que je disais avant, les caractéristiques des rejets de cette activité entrent dans la catégorie de pollution diffuse. Et c'est pourquoi il est important d'accompagner cette profession. J'ajouterai aussi que l'activité de coiffure est réalisée à 72% dans des salons, ce qui représente au niveau de la région Grand Est près de 6200 salons de coiffure. Bien que la coiffure à domicile se soit largement développée depuis les années 2000, eh bien ce sont les salons qui sont toujours les plus représentés et qui génèrent la plus forte activité. Alors, pour accompagner la profession vers le changement de pratique, pour réduire son impact sur la ressource en eau, il est important de prendre en compte ces enjeux. Et pour mieux les comprendre, le nombre de salariés par établissement est une première indication. En effet, vous pouvez voir sur le graphique ici que 58% des établissements travaillent sans employés. Et c'est donc le chef d'entreprise qui s'occupe de toute l'activité. Pour poursuivre sur les enjeux de la profession, il y a une étude a été menée à la demande des organisations professionnelles de la coiffure et a permis de mettre en avant les enjeux prioritaires de la profession. Et donc, on voit que pour 59% des interrogés, c'est l'évolution des charges qui les préoccupe. Cet enjeu, il est donc directement lié à la gestion financière permettant de poursuivre ou non l'activité. Et cette étude, elle a également permis de mettre en avant que le développement durable était un enjeu pour la profession, puisqu'il est revenu à 2 reprises, donc sous 2 intitulés différents.
Donc, on peut considérer que la profession voit dans le développement durable une façon de maintenir et faire évoluer son activité. Et en effet, la profession a déjà entrepris depuis plusieurs années des actions en faveur de la protection de l'environnement. Donc, par exemple, avec le label Développement durable, qui est un label qui a été créé en 2009 par les professionnels de la coiffure. Il s'intitule Mon coiffeur s'engage. Et donc, ce label permet aux établissements de coiffure de mettre en place une gestion environnementale globale, prenant en compte différentes thématiques, donc comme les économies d'eau, les économies d'énergie, la gestion des déchets ou l'utilisation de produits naturels, par exemple. Par ailleurs, un travail avec les grandes marques pour développer des produits ayant moins d'impact pour la santé et l'environnement a été déjà engagé et en cours d'évolution. Et donc, c'est dans ce contexte, et pour accompagner les efforts entrepris par la profession, que la Chambre de métiers d'artisanat Grand Est, avec le soutien de l'Agence de l'eau-Rhin-Meuse, réalise des études et met en avant des solutions adaptées pour l'activité de coiffure. Donc, pour mettre à jour nos connaissances sur l'impact de l'activité de coiffure sur la ressource en eau et faire le point sur l'avancement des pratiques des professionnels ayant un impact sur cette ressource, nous avons mené une enquête en juillet 2022. Celle-ci a principalement été réalisée par téléphone pour obtenir des données qualifiées et elle a été couplée à une enquête mail. Et donc, un échantillon représentatif des salons de coiffure de la région Grand Est a ainsi pu être interrogé. Au total, ce sont 125 réponses qui ont été collectées et analysées. Donc, pour présenter les principaux résultats de cette étude, on va voir tout d'abord le volet consommation d'eau. Donc, nous avons pu constater que seuls 48% des interrogés avaient connaissance des volumes d'eau consommés par an. Mais les résultats ont tout de même permis de conclure que les volumes d'eau nécessaires pour l'activité est directement proportionnel au nombre de personnes productives. Et donc, en moyenne, on a pu estimer à 80 mètres cubes le volume d'eau consommée par an et par personne productive. Cette enquête a également permis de montrer que, malgré une faible connaissance des volumes d'eau, les équipements hydroéconomes étaient plutôt répandus dans les salons de coiffure, comme on peut le voir sur le graphique ici. Donc, l'équipement le plus répandu est le mousseur, présent donc dans 79% des établissements. Cet équipement, il se visse en fait à la sortie du robinet et permet de réaliser des économies d'eau de l'ordre de 30 à 50%. Ensuite, il y a le mitigeur qui permet de régler finalement en un seul geste la température et le débit. Et celui-ci est présent dans 49% des établissements. Et enfin, on peut noter que seulement 18% des établissements n'ont aucun équipement. Et de façon contre-intuitive, finalement, l'enquête a également mis en avant qu'il y a eu ces dernières années une augmentation des volumes d'eau nécessaires pour les prestations les plus pratiquées, à savoir les shampoings et les colorations. Donc, vous pouvez voir les données dans ce tableau. Donc, pour obtenir ces volumes, nous avons interrogé, donc dans le cadre de notre enquête, les professionnels sur les temps de rinçage pour ces deux prestations et avons couplé cette information au débit moyen en tenant compte des équipements hydroéconomes mis en place. Donc, pour conclure sur ces chiffres, nous les avons comparés au volume mesuré dans les salons de coiffure de l'ancienne région Lorraine qui avait été mesuré donc en 2000. Et donc, on peut voir que
que ce soit pour les shampoings ou les colorations, il y a eu une augmentation des volumes d'eau, donc respectivement de 165 et 292%. Donc, ce constat, il met en avant que la simple mise en place d'équipements hydroéconomes ne suffit pas à pallier aux différents paramètres qui influent sur les consommations d'eau. Donc, on peut citer par exemple la perception de l'efficacité de rinçage qui induit des durées de rinçage plus ou moins longues, mais aussi l'utilisation de produits qui sont plus ou moins hydrophiles, puisque ces dernières années, il y a eu des évolutions dans les compositions des produits. Mais il y a également la performance des équipements hydroéconomes, ou aussi la qualité de l'eau, comme la dureté. Voilà, tous ces éléments influent sur la consommation d'eau. Et donc, il apparaît nécessaire de sensibiliser la profession à l'impact de ces pratiques sur la ressource en eau. Ensuite, sur le volet rejet en substances dangereuses, eh bien là, nous avons interrogé les professionnels sur les produits les plus utilisés. Et donc, vous pouvez voir sur ce tableau que c'est la coloration avec oxydant qui est le produit le plus utilisé. Il s'agit en fait d'un mélange de deux produits, un tube de coloration et un oxydant. Et donc, ce mélange permet de modifier la nature et la pigmentation du cheveu. Donc, dans la coloration, en fait, voilà, cette étude, elle a permis de faire un état des lieux des types de produits utilisés pour voir justement l'impact qu'ils peuvent avoir sur la ressource en eau, puisque ces produits contiennent des substances plus ou moins dangereuses. Donc, par exemple, dans la coloration, la substance la plus souvent controversée, c'est l'ammoniac, qui permet d'ouvrir les écailles du cheveu, mais qui est une substance réglementée et toxique pour l'environnement. Et en tant qu'agent alcalin, c'est également un élément qui est corrosif pour la peau et les poumons, et qui peut provoquer des allergies cutanées et des difficultés respiratoires pour le client ou pour les personnes, pour les professionnels de la coiffure. Toujours dans cette coloration avec l'oxydant, eh bien, l'oxydant, du coup, c'est un mélange contenant du peroxyde d'hydrogène et qui, lui, provoque des irritations cutanées et également des irritations des voies respiratoires. Donc, voilà, c'est pour faire le point sur les différents produits utilisés. Ensuite, viennent le neutralisant fixateur et le réducteur, qui sont tous les deux des produits utilisés dans le cadre de prestations permanentes. Et enfin, finalement, le shampoing, qui arrive seulement en 4e position, alors que c'est bien la prestation la plus courante dans les salons de coiffure. Et en fait, en analysant les données collectées, on s'aperçoit que certains salons utilisent uniquement des shampoings alternatifs. Donc, ils sont encadrés ici en orange. Et donc, en cumulant les pourcentages associés au shampoing classique et au shampoing alternatif, eh bien, on constate que le shampoing, c'est bien le produit le plus répandu dans les salons de coiffure. Et la problématique avec les shampoings, c'est qu'on y retrouve de nombreux ingrédients qui, effectivement, présentent des risques pour la santé et l'environnement. Donc, pour citer quelques familles d'ingrédients, on peut citer les surfactants éthoxylés, que l'on connaît sous l'intitulé SLS. Donc, là, ce sont des molécules qui sont irritantes pour la peau. Mais il y a aussi les polyéthylène glycols, sur l'acronyme de PEG, ou les silicones, qui là, ce sont des substances non biodégradables, donc là, qui ont un impact sur l'environnement. Donc, cette enquête, elle a permis de voir que ce sont plutôt des produits classiques qui sont utilisés, et non pas des produits dits de substitution, qui permettraient d'avoir moins d'impact sur la santé et l'environnement. Donc en effet, le terme en fait de produit de substitution désigne un produit ayant les mêmes fonctions qu'un produit habituellement utilisé par l'entreprise, mais ayant a priori moins d'impact négatif sur l'environnement en cas de rejet dans les eaux usées, ainsi que sur d'autres sphères comme l'air, le sol ou l'énergie. Et donc,
et in fine sur les utilisateurs. Voilà, donc on peut voir au niveau de ce graphique que les marques utilisées dans les salons de coiffure sont principalement représentées par les leaders de la cosmétique, à savoir L'Oréal, Eugène Perma ou Schwarzkopf. Alors certes, ces marques ont pu améliorer la qualité de leur formulation et proposent aujourd'hui des gammes mettant en avant l'absence d'un ou plusieurs ingrédients controversés, mais il existe de plus petites marques en général qui ont une offre plus développée et qui ont un travail plus développé sur tout ce qui est réduction de l'impact sur la santé et l'environnement. Voilà. Donc certaines de ces petites marques, justement, elles sont citées dans l'enquête parmi une quarantaine d'autres marques plus ou moins classiques, mais ne sont présentes que dans très peu de salons. Donc pour comprendre ce phénomène, il n'est pas nouveau et on l'a déjà étudié en fait dans le cadre du 3e plan régional santé-environnement qui avait été mené en 2018 et qui avait mis en avant notamment 3 freins à l'utilisation de ces produits dits de substitution. Donc premièrement, les salons sont souvent sous contrat avec une marque et il est alors difficile pour eux de changer de fournisseur pour une marque plus écologique. Et donc les salons restent dépendants des produits proposés par leur marque. Puis viennent les freins liés à la mise en place de nouvelles pratiques, à savoir le temps à consacrer pour changer de produit, puisque effectivement certains produits de substitution n'ont pas les mêmes procédés d'application, par exemple. Et puis le poids des habitudes, puisque un professionnel qui a l'habitude d'avoir un shampoing qui mousse beaucoup ou qui est habitué à une certaine texture, bien, va devoir s'habituer à ces nouveaux produits. Donc voilà pour la partie compte-rendu de l'enquête. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur la partie consommation d'eau ou sur la partie des produits utilisés dans l'activité de coiffure aujourd'hui. En tout cas, l'analyse des résultats montre bien que la réduction de l'impact sur la ressource en eau ne peut se faire que sur le long terme, grâce à un accompagnement qui prend en compte les enjeux et les besoins de la profession. Mais l'objectif, c'est bien d'anticiper l'application d'une réglementation qui pourrait desservir la profession, finalement. Donc, c'est pour ça que nous proposons ce type d'études. Voilà, donc je vais passer maintenant à la partie présentation des solutions. Donc en commençant par expliquer la démarche pour proposer des solutions adaptées pour les entreprises artisanales et donc ici pour l'activité de coiffure. Je crois qu'il y a juste une question. A-t-on des informations objectives sur la réalité des bénéfices pour l'environnement des produits bio-naturels? Des informations objectives. Oui, alors ça, je vais en parler dans la suite, dans les solutions, puisque du coup, au centre de ressources, on analyse on propose une analyse des produits avant de les proposer aux professionnels. Donc, je présenterai ça après. Si vous avez encore des questions après l'explication, n'hésitez pas. Donc la démarche que nous avons, qui a été mise en place déjà depuis 2000, en fait, avec la première étude réalisée par la Chambre de métier de Meurthe-et-Moselle à l'époque, lors du début de la prise en compte de l'environnement. Donc cette étude, elle a été dès le début soutenue par l'agence de l'Eau-Rhin-Meuse, puisque le constat était que les entreprises artisanales, elles rencontraient des difficultés à éliminer leurs déchets, maîtriser leur consommation d'eau ou les effluents qu'elles rejetaient.
Donc, cette démarche de recherche de solutions a débuté à ce moment-là et elle s'est améliorée avec le temps et alterne aujourd'hui entre la mise à jour des connaissances sur l'impact de l'activité sur la ressource en eau, l'identification de produits permettant de réduire cet impact, le test de ces produits par la profession et comme je disais, l'évaluation de l'impact de ces produits sur la santé et l'environnement. Donc, vous pouvez voir ici les différentes études qui ont été réalisées par le CNIDEP, donc l'ancien nom du centre de ressources, pour évaluer l'impact des entreprises artisanales dont l'activité de coiffure fait partie. Et donc, entre ces différentes études, il y a eu des solutions qui se sont développées. La profession a mis en place des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Et donc, ces études, elles permettent petit à petit d'évaluer justement l'évolution de ces pratiques au fil du temps. Et vous pouvez voir également que certaines études peuvent être menées à l'initiative des collectivités. C'est le cas notamment de l'étude Lumiostra, qui est un projet piloté par l'Eurométropole de Strasbourg et qui avait comme objectif de lutter contre les micropolluants dans les eaux urbaines à Strasbourg. Et donc l'activité de coiffure, elle faisait partie des activités ciblées comme émettrices de ces micropolluants, sachant que donc, la problématique avec les micropolluants, c'est que ce sont des substances qui ont une action toxique sur les organismes vivants, même en très petite quantité. Et donc, ces micropolluants, ils sont relativement maîtrisables au niveau industriel, mais à petite échelle, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, c'est pourquoi ce projet il s'est tourné en priorité vers les artisans et les particuliers, qui sont des sources de pollution diffuse. Voilà. Donc, pour l'activité de coiffure, nous avons pu identifier au cours de cette présentation différents impacts. Et pour chacun de ces impacts, nous avons pu voir que des améliorations étaient encore possibles. Donc, sur le volet réduction des consommations d'eau, l'état des lieux a permis de constater que la présence de certains équipements hydroéconomes était présente. Mais nous avons pu voir aussi que la seule installation de ces équipements ne suffisait pas. Et donc, pour être plus efficient, il faut donc mettre en place un suivi des consommations d'eau, mais également travailler sur le choix des produits et également la qualité de l'eau. Donc, voilà, ça c'est certains des pistes d'amélioration. Toujours sur ce volet réduction des consommations d'eau, eh bien, il y a d'autres équipements, comme par exemple la douchette hydroéconome, qui permet de faire des économies de 75%, comparément au mousseur, dont le rendement se situait entre 30 et 50%. Et donc cet équipement est certes un peu plus cher qu'un mousseur, mais il permet un retour d'investissement plus rapide. Donc une estimation a été réalisée dans le cadre de cette étude, et cette estimation n'a même pas encore pris en compte les éventuelles augmentations du prix de l'eau qui sont à prévoir. Donc dans le rapport d'études, vous trouverez encore d'autres solutions comme le choix de machines moins consommatrices d'eau ou la réutilisation d'eau pluviale. Sur la réduction du risque de pollution de la ressource en eau, eh bien, elle concerne en fait la gestion des déchets dangereux générés par l'activité de coiffure. Donc, les déchets dangereux en fait contiennent en quantité variable des éléments toxiques qui présentent des risques pour la santé et l'environnement. Et la mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner une pollution des sols et donc finalement des cours d'eau. Donc, dans l'activité de coiffure, les déchets dangereux sont les bombes aérosols de lacs, de mousse, les emballages vides de tubes de coloration, le papier aluminium souillé et aussi les lames de rasoir. Et donc, pour être correctement traités, ces déchets, ils devraient être déposés soit en déchetterie en tant que déchets dangereux ou collectés par un prestataire agréé, comme par exemple la collecte du coiffeur.
Et enfin, le dernier volet, donc sur la réduction du rejet en substances dangereuses, eh bien, la solution repose sur le choix de produits contenant moins, voire aucune substance dangereuse. Et nous avons pu voir qu'aujourd'hui, nous avons pu voir dans l'état des lieux qu'aujourd'hui, eh bien, ces produits n'étaient pas, qui étaient peu utilisés. Donc, comme précisé précédemment, la mise en place d'une solution, que ce soit sur l'un ou l'autre des axes, nécessite du temps et une prise en compte des enjeux de la profession. Et pour illustrer ce propos, je vais présenter plus en détail la solution de substitution de produits. Puisque effectivement, nous avons développé une méthode pour proposer des produits de substitution adaptés à la profession. Donc la première étape, c'est bien connaître les substances dangereuses présentes dans les produits classiques. Ensuite, identifier les alternatives qui ont la même fonction que le produit classique, mais avec moins d'impact sur la santé et l'environnement. Et ce travail, il peut être fait grâce à une veille sur les offres disponibles sur le marché, sachant que les produits les moins impactants sont généralement moins visibles. Et donc, pour orienter les recherches, les labels environnementaux ou les labels décryptant la composition des produits peuvent être utiles. Donc, une fois qu'on a identifié des produits, eh bien, on va utiliser un outil de hiérarchisation des risques qui a été élaboré par le CNIDEP en 2012. Cet outil, il a été élaboré à partir d'un autre outil publié par l'INRS et il a été amélioré au fil du temps pour inclure notamment les substances prioritaires du projet Lumiostra. Donc cet outil, il permet de déterminer le caractère dangereux d'une substance en croisant diverses informations, donc qui sont relatives aux classes de danger auxquelles il appartient. Et donc, il nous permet d'avoir des notes santé et environnement pour évaluer l'impact du produit. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Ouais, je prendrai un temps juste à la fin je finis juste la présentation de cette slide. Donc, une fois que le produit de substitution est identifié et qui répond correctement aux critères santé et environnement, eh bien, le CNIDEP a souhaité, dès le début, tester le produit en conditions réelles. L'objectif étant bien que le produit réponde aux enjeux de la profession. En effet, un shampoing, par exemple, eh bien, ce sera le pouvoir lavant ou le soin qu'il apporte aux cheveux qui seront des critères primordiaux et qui reflètent l'efficacité du produit. Et sur l'aspect praticité, eh bien, on évaluera notamment le conditionnement du produit, si c'est dans un grand petit flacon, puisque les produits alternatifs sont parfois dans des conditionnements différents que les produits classiques. Et enfin, sur le coût, nous allons comparer le prix du produit de substitution avec celui du produit classique utilisé habituellement. Et nous comparons également ce prix avec ceux proposés sur le marché. Et donc, au final, le produit ne reçoit pas une note unique, mais une note pour chaque critère. Donc, chaque note s'échelonne de 1 à 5, avec la note la plus basse traduite dans une mauvaise note. Et on obtient donc ce type de diagramme qui est assez visuel et qui permet d'orienter le chef d'entreprise dans ses choix en fonction de ses attentes. Et donc, cette démarche de recherche de produits de substitution, nous l'avons menée dans l'activité de coiffure pour les produits les plus utilisés, à savoir les shampoings, coloration chimique et coloration végétale. Et donc, des rapports d'évaluation sont effectivement établis suite à ces tests en entreprise et donc ils sont disponibles sur demande. Donc, je vais juste prendre un petit temps pour regarder les questions si elles ne sont pas encore... Alors, j'ai déjà répondu à Maëva à un certain nombre de questions.
Si tu veux, je vais répondre à une des deux questions et je te laisserai répondre à la question sur la réutilisation des eaux pluviales. D'accord. Il y a une autre question qui pose la question sur la dangerosité des substances contenues dans les produits utilisés par la coiffure et par rapport à d'autres activités. Alors, le travail qu'on mène en général, parce qu'on ne travaille pas que sur la coiffure, on travaille sur un certain nombre d'activités cibles, c'est de réfléchir sous deux axes. Le premier, c'est la représentativité du métier, c'est-à-dire le nombre de professionnels que représente le métier en France en termes de salons de coiffure ou de coiffure à domicile. Et la coiffure fait partie des métiers les plus représentés au niveau de l'artisanat. Et deuxième axe de réflexion, c'est un axe d'amélioration. C'est-à-dire qu'on réfléchit toujours en termes d'amélioration continue. Alors, dans la coiffure, on ne peut pas, a priori, pour l'instant, globalement traiter toutes les eaux de la coiffure. Il y a d'autres métiers où il y a des systèmes de pré-traitement des eaux. Et là, se poserait moins la question de travailler en amont sur les produits, en termes de substitution. On fait ce travail de la coiffure, puisque aujourd'hui, c'est la seule manière de résoudre le problème. Alors oui, effectivement, on est sur des micropolluants, on n'est pas sur de la macropollution. Mais néanmoins, on a pu constater dans tous les produits qu'on a pu tester que systématiquement, on avait quand même des substances dangereuses, soit prioritaires ou non, au titre de la directive cadre européenne, mais également des substances qui avaient des impacts potentiels sur la santé en fonction des taux et des durées d'exposition. Donc notre choix, c'est vraiment d'aller sur une solution d'amélioration continue, d'aller chercher des substituants qui ne sont pas, encore une fois, complètement parfaits en termes de contenu de substances, mais qui améliorent et qui réduisent notablement le nombre de substances problématiques. Donc voilà. Donc c'est en croisant à la fois le nombre de salons professionnels concernés et ces efforts en continu qu'on va pouvoir constater une amélioration sur la profession. Parfait. Eh bien, du coup, je vais juste répondre sur la partie réutilisation des eaux pluviales. En fait, l'objectif, c'est pas d'utiliser les eaux pluviales pour les opérations classiques, à savoir le shampoing coloration, mais vraiment sur les usages autorisés actuellement à l'intérieur des bâtiments. Donc, vraiment sur tout ce qui est sanitaire, lavage des sols, ou même pour ce qui est lavage du linge, puisque les professionnels de la coiffure ont beaucoup de linge à laver et donc l'eau peut aussi être utilisée dans ce cadre-là. Mais ça, cette utilisation, elle est encore en cours d'expérimentation. Voilà. Donc, on a parlé des... je crois qu'il y avait juste encore une question sur... Ah oui, vous avez répondu sur les douchettes hydroéconomes, oui. Oui, effectivement, on n'a pas testé cet équipement, mais effectivement, au-dessus des retours déjà des artisans sur le fait que toutes les douchettes ne se valent pas, et notamment justement à cause des différentes qualités d'eau en fonction des différents territoires. Il faut vraiment que ce soit adapté à chaque entreprise. Donc, je vais passer sur la partie des scénarios opérationnels, puisque suite à l'identification des solutions, eh bien, c'est la mise en place effective, mais surtout sur le long terme, qui est importante. Et en effet, pour assurer un développement durable à la profession, nous devons prendre en compte les différents piliers, à savoir effectivement l'aspect environnemental, mais également économique et social de la profession. Et le changement climatique doit vraiment représenter un levier de compétitivité pour les entreprises, surtout dans le contexte économique actuel. Donc pour ce faire, nous préconisons un accompagnement de la profession en plusieurs temps. Donc l'entreprise on propose tout d'abord une sensibilisation de la profession aux impacts qu'elle a sur la ressource en eau. Et donc, cette sensibilisation, elle peut commencer avant même la création d'entreprise, en complément de la formation des jeunes dans les centres de formation d'apprentis. Donc, nous mettons déjà en place ce type d'intervention. Nous balayons les différents impacts que peut présenter l'activité de coiffure. Et c'est le moment d'introduire déjà des bonnes pratiques, que ce soit sur l'importance du suivi des consommations d'eau ou l'importance du choix des produits, avant de s'installer et donc avant de s'engager avec une marque.
Et pour ce qui est du choix des produits, justement, nous proposons vraiment des exercices aux jeunes pour qu'ils puissent décrypter la composition des produits, puisque nous avons la chance dans la cosmétique d'avoir à disposition la liste des ingrédients, ce qui n'est pas une obligation dans d'autres secteurs d'activité. La sensibilisation, elle peut aussi se faire auprès des professionnels déjà en exercice. Et donc là, ce sont les chefs d'entreprise qui sont ciblés et qui sont invités à participer à ce type d'intervention. Et donc là, le contenu sera plus technique et on se basera notamment sur les rapports d'évaluation afin de présenter les différentes offres qui existent sur le marché, leurs avantages, leurs inconvénients. Et donc pour faciliter la mise en place de ce type d'intervention, eh bien, on peut travailler avec les organisations professionnelles pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Après la sensibilisation, eh bien, il y a la réalisation d'un diagnostic individualisé au sein de chaque entreprise et qui permet d'analyser l'ensemble du cycle de l'eau. Donc, pour ce faire, nous avons développé à la Chambre de métiers d'artisanat Grand Est une grille d'évaluation permettant d'aborder toutes les sources de pression sur la ressource en eau. Et l'objectif est de mettre en avant déjà les bonnes pratiques mises en place, mais aussi les points d'amélioration à améliorer. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment un plan d'action à la fin de ce diagnostic. Et à ce niveau, on peut aussi mettre à disposition déjà des fiches techniques en fonction des points à améliorer. Donc celles-ci peuvent traiter de la gestion des déchets, des différents labels existants en cosmétique, ou les rapports d'évaluation des différents produits peuvent également être fournis. Et ensuite vient l'étape d'accompagnement. Donc là, on va mettre en place finalement une ou plusieurs actions du plan d'action. Donc ces actions, elles sont choisies par le chef d'entreprise en fonction des moyens humains et financiers qu'il a à disposition. Et donc notre objectif, c'est de faire évoluer la profession vers une mise en place graduelle et pérenne des actions afin de réduire l'impact sur la ressource en eau. Alors, oui. Et il y a aussi la valorisation des actions qui est nécessaire en dernière étape de l'accompagnement, puisque elle permet de valoriser du coup les actions environnementales mises en place par l'activité. Cette valorisation, elle peut se faire simplement par un échange entre le professionnel et sa clientèle, mais des éléments de communication peuvent également être mis en place. Et la labellisation peut ainsi permettre à une entreprise de se démarquer et d'être plus visible grâce aux actions environnementales qu'elle aura mis en place. Donc cet accompagnement, finalement, c'est un parcours et il peut se mettre en place à différentes échelles. Donc à l'échelle individuelle d'une collectivité ou d'une région. Chaque niveau d'intervention comportant des avantages et des inconvénients. Et nous allons ici détailler le scénario de mise en place d'action à l'échelle d'une collectivité. Donc ce niveau d'action, il est possible grâce à une dynamique qui aura été mise en place par la collectivité. Et donc en fonction de la politique menée par celle-ci, et son choix d'agir sur les enjeux liés à l'eau. Et donc pour encourager les collectivités à mettre en place ce genre de dynamique, eh bien, les agences de l'eau ont mis en place des contrats territoire eau et climat qui permettent d'avoir une vision à 360 degrés sur les enjeux liés à l'eau. Et donc ces contrats sont l'occasion d'intégrer les différents usagers de l'eau au sein des actions. Une opération collective peut également être mise en place pour inciter notamment les activités économiques à déployer des activités plus respectueuses de l'environnement. Donc ces opérations collectives, elles sont également encadrées par les agences de l'eau, puisqu'elles permettent de faciliter l'accès à des subventions allant jusqu'à 60% sur les investissements.
Donc, à l'échelle d'une collectivité et du fait de la représentativité du secteur de la coiffure, il est possible de mobiliser différents acteurs, comme les industriels, par exemple, qui mettent sur le marché les produits qui sont finalement utilisés par la profession. La mutualisation de solutions devient également envisageable. Donc, par exemple, pour la gestion des déchets dangereux, eh bien, des solutions d'ordre privé par exemple, où une entreprise peut proposer un tarif accessible dans le cadre d'une collecte de tous les salons de ce territoire. Mais elle peut aussi être d'ordre public, quand la collectivité propose du coup d'organiser la collecte des déchets dangereux des salons, ou proposerait, si ce n'est pas déjà le cas, une prise en charge gratuite de ces déchets en déchetterie. Toujours grâce à l'effet de groupe, eh bien, une négociation sur les prix d'achat peut être mis en place pour, par exemple, installer des bacs à shampoing plus économes. Et enfin, pour la valorisation des actions, eh bien, elle peut se faire soit via le label de la profession, donc Mon coiffeur s'engage, soit par un label porté par la collectivité. Donc, le label coiffeur s'engage, on en a déjà parlé. Donc là, je vais juste présenter le label Éco-Défi. Donc, ce sont des labels mis en place par les collectivités en partenariat avec les chambres consulaires. Et ils permettent de valoriser les artisans qui agissent en faveur de l'environnement. Donc, tout comme le label Mon coiffeur s'engage, en fait, pour être labellisé, une entreprise doit répondre à un minimum de défis sur plusieurs thématiques, donc toujours eau, énergie, utilisation de produits naturels. Voilà, donc on voit que plusieurs actions doivent être menées pour toucher les différents acteurs, que sont les fabricants de produits, les professionnels de coiffure, mais aussi les particuliers qui sont les clients. Et donc, travailler à l'échelle d'une collectivité permet de toucher ces différentes cibles. Et c'est pour cela que c'est un scénario privilégié par les agences de l'eau. Voilà, donc voilà, je ne sais pas s'il y a juste des questions, mais en tout cas, je vais passer la parole à Philippe Mukeli pour donner davantage de clés pour mettre en place ce type de scénario. Juste, je t'ai laissé 2 questions. Oui. La première, c'est de Clara Léonard. Avez-vous testé le système de récupération de chaleur pour les douches et les bacs à shampoing? En paquet, la société Quantia propose cela et annonce des économies de 80% mensuelles sur l'eau et l'électricité. Non, alors Quantia, je ne les avais pas repérés, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place, du coup, avec mon collègue référent sur l'énergie, tester cette solution dans les salons. Et il y a une deuxième question de Marianne Caritas. Pour la collecte des déchets dangereux, avez-vous des retours effectifs de terrain et des prestataires identifiés? Alors, pour les prestataires, effectivement, j'avais repéré la collecte du coiffeur qui propose de collecter en porte-à-porte les différents déchets dangereux. Mais au niveau d'une collectivité, par contre, à ma connaissance, il n'y a pas eu de négociation sur les prix, par exemple, ou des choses comme ça. Après, les collectivités, elles ont la possibilité d'ouvrir leur déchetterie aux professionnels pour qu'ils puissent les déposer aussi ponctuellement dans les déchetteries. Et je vais répondre à la question de Marianne qui pose la question sur l'opération Éco-Défi est-elle soutenue par l'Agence de l'eau? Alors, en fait, l'opération Éco-Défi, donc c'est une opération qui est menée par toutes les chambres de métiers qui le souhaitent au niveau national. Nous, sur le Grand Est, on a fait également ce choix, mais elle rentre plus largement dans un programme régional qu'on appelle le Programme régional de développement durable, qui est également soutenu par la région et l'ADEME. Donc, on est plus dans un projet global multithématique, puisque dans les défis, il n'y a pas que des défis sur l'eau, il y a des défis sur la mobilité, l'énergie, les déchets, etc. Donc, on se positionne plus largement que sous le spectre unique de l'accompagnement que peut nous apporter l'Agence de l'eau.
Voilà. Mais je note. Et je crois qu'on a répondu, soit par écrit, soit par oral, à toutes les questions pour l'instant. N'hésitez pas, donc là je vais élargir le sujet, mais n'hésitez pas s'il y a encore des questions sur la présentation de Maëva, qui pour moi a été très claire et qui permet de donner un éclairage sur le travail qu'on peut mener alors sur cette profession-là, mais vous allez voir dans ce que je vais vous présenter, on peut agir plus largement. Donc, en termes d'approche vis-à-vis de l'entreprise, on a une approche multithématique au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat Grand Est, sur des thématiques économiques, sur les thématiques accompagnement d'entreprise, et on a un volet qui s'appelle le PASS durable, qui se décline selon toutes les thématiques qu'on a pu citer en début, hein, la mobilité, l'énergie, l'économie circulaire et l'eau. Et dans le cadre de l'eau, on a 2 prestations phares que nous mettons à disposition de nos entreprises. C'est les diagnostics eau. Donc là, c'est des diagnostics qui sont adaptés en termes de contenu pour cibler uniquement cette problématique. Nous le réalisons évidemment dans tous les métiers à enjeu, hein, l'automobile, l'imprimerie, la coiffure, le traitement de surface, la mécanique générale, la peinture en bâtiment, tous les métiers que vous pouvez imaginer où il y a un enjeu eau. On a cette capacité d'apporter un diagnostic précis, et également sur la partie rejet, hein, sur la présence ou pas de pré-traitement pour traiter ces eaux. Et puis, nous avons un accompagnement que nous proposons ensuite, puisque au-delà du diagnostic initial, évidemment, nos entreprises n'ont pas forcément la capacité, la connaissance et le niveau d'information suffisant pour mettre en œuvre seules les actions. Donc, nous avons un accompagnement technique, donc soit du dimensionnement, soit de la recherche de solutions techniques, soit du test, pour que l'entreprise ait en réponse un matériel qui soit adapté à son besoin. Et puis également financier, puisque l'Agence de l'eau nous aide en tant qu'institution, mais aide également les entreprises en direct au travers d'aide à l'investissement. Et donc, nous accompagnons l'entreprise sur le montage des dossiers d'aide pour que ça corresponde aux critères attendus par l'Agence de l'eau et que l'entreprise puisse en bénéficier. Alors, est-ce que je prends une question en direct? Est-ce que tous vos territoires sont couverts par le PASS durable de manière équivalente? Oui. On a fait ce choix. Sur le Grand Est, on a 133 000 entreprises artisanales et on a fait le choix de proposer un programme qui permette de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, le PASS durable s'adresse à toutes les entreprises. Alors ensuite, pour les collectivités, donc là je viens de parler du volet entreprise. Pour les collectivités, nous agissons de la manière suivante. Là, je parle évidemment des collectivités du Grand Est. Hein. On met en place des conventions de partenariat quand on a plusieurs thématiques à traiter. Je m'explique, là on parle du sujet de l'eau aujourd'hui, mais vous imaginez bien que sur une approche plus transversale, on peut aborder d'autres thématiques de l'environnement, mais même des thématiques liées au développement économique des entreprises. Donc on a une logique de transversalité interne au sein de la Chambre des métiers de l'artisanat du Grand Est. Et donc quand on rencontre une collectivité locale, on tient compte des enjeux du territoire et on essaye de proposer une offre de conventionnement adaptée. Pour ce qui est de notre niveau d'expertise sur la ressource en eau, on a une très bonne connaissance des métiers, je pense que vous le comprenez au travers de cette présentation. Et donc, du coup, ça apporte à la collectivité un éclairage suffisant quand, vis-à-vis de l'Agence de l'eau, ils veulent mettre en place ce qu'on appelle des contrats eau et climat, qui permettent de relever des enjeux de réduction des impacts des activités liées à des pollutions diffuses. Donc là, je vais vous détailler un exemple d'opération eau et territoire. Donc la première étape, c'est d'étudier les métiers en jeu. Donc en fonction de la représentativité de certains métiers sur le territoire et en fonction des impacts de ces différents métiers, nous sommes en capacité de proposer un choix de priorisation de métiers, parce que c'est des actions qui durent en général 3 ans, et donc il faut pouvoir, année après année, traiter ces différents métiers. On élargit souvent le sujet, puisqu'on se rend compte que l'artisanat ouvre à des métiers, mais que ces métiers peuvent être également retrouvés dans d'autres cadres. Je prends l'exemple de la réparation automobile. Vous pouvez très bien avoir un centre technique dans une ville qui fait de la réparation de véhicules, ou même un hôpital qui fait de la réparation de véhicules d'ambulance. Donc, quand on parle d'un métier, c'est au sens large, et ça permet à la collectivité de pouvoir, au travers de ces centres techniques ou d'autres administrations, même l'armée, de pouvoir traiter une problématique plus largement que uniquement sur le volet artisanal. Ça passe par, quand on travaille sur ces métiers-là, par des actions de sensibilisation, des réunions d'information, pour éveiller le sujet auprès des professionnels qui ne sont pas au quotidien centrés sur
la qualité de leur rejet et les efforts qu'ils peuvent mener sur la préservation de la ressource en eau. Ça passe par des visites, évidemment, qui sont souvent conjointes avec les collectivités, qui permettent de connaître la situation de l'entreprise vis-à-vis de ses rejets, mais également au niveau de ses pratiques en interne, sur tout ce qui est utilisation de produits, stockage, etc. Et puis évidemment, filière d'élimination de déchets dangereux. Ensuite, c'est une des questions qui avait été posée dans le chat, mais c'est plus largement, on essaie de mutualiser, et en particulier sur les pré-traitements. Quand vous avez plusieurs peintres qui cherchent une solution de nettoyage de leur rouleau de peinture, on peut avoir un effet de mutualisation d'achat auprès d'un fournisseur pour que une meilleure maîtrise des coûts, et puis après, de pouvoir monter simultanément plusieurs dossiers d'aide auprès de ces professionnels-là. Quand on est dans une opération collective, en plus, on a des conditions financières, on va dire, plus intéressantes vis-à-vis de l'agence de l'eau qui est intéressée par l'effet massification et approche collective. Voilà. Et puis également, ces actions collectives permettent une meilleure concertation entre les différents acteurs de la gestion de l'eau, qui parfois ne sont pas en interaction quotidienne. Donc nous, notre rôle, c'est d'assurer une synergie entre ces différents acteurs pour que, en fait, collectivement, il y ait un bénéfice sur la qualité de la ressource. Voilà. Alors, à ce stade, ce que je vous propose, c'est encore prendre peut-être une série de questions. Si vous avez besoin de précision, sachant que Maëva vous l'a dit, le replay vous sera automatiquement envoyé par mail, qui a été enregistré aujourd'hui, et vous aurez également joint la présentation. Mais si certaines personnes veulent des précisions, n'hésitez pas, c'est le moment. Du coup, les questions ont déjà été posées au fur et à mesure. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. On laisse un petit temps parce que le temps de les écrire peut prendre quelques instants quand même. On ne coupe pas si jamais quelqu'un est en train d'écrire une question. Voilà, apparemment, c'était très clair. Quid de l'offre des organisations professionnelles? Alors, on travaille évidemment en concertation. L'UNEC, qui est l'organisation principale, en tout cas sur le Grand Est, de la coiffure, on travaille en concertation. Cette organisation professionnelle mène également en parallèle depuis de nombreuses années des actions. Elle travaille par exemple avec les grandes marques pour voir aussi comment on peut travailler sur la composition des produits et donner aussi leur avis en tant que professionnel. Ils travaillent également, donc c'est eux qui ont participé notablement à l'action collective Mon Coiffeur s'engage. Donc on est en synergie. On les consulte évidemment quand on fait ce type d'études. Donc là, cette année, on va travailler également sur la peinture, sur les peintres en bâtiment. Et puis en fin d'année, on va travailler sur l'automobile, sur le même principe. On est en relation pas quotidienne, mais régulière avec les organisations professionnelles pour vraiment travailler de concert, quoi. Et ça fonctionne, nous, en tout cas, sur notre région, assez bien. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais remercier à nouveau Maëva pour cette présentation et puis surtout pour son engagement dans le cadre de ce travail, puisque la présentation n'est que l'aboutissement, mais il y a un travail de longue date. Vous aurez bientôt accès aussi également à une synthèse de cette étude. Pour ceux qui ne voudraient pas tout de suite se plonger dans la lecture globale de l'étude, on est en train de finaliser la mise en forme d'une synthèse en quelques pages pour que vous puissiez communiquer aussi au sein de vos réseaux sur ce travail. Et puis voilà, je laisse peut-être le dernier mot à Maëva. Oui, mais il y avait juste encore des questions là, avec la convention avec l'agence de l'eau. Donc, comme j'avais dit, l'agence de l'eau, donc on est en partenariat avec eux déjà depuis de nombreuses années. Donc proprement dit, la convention actuelle va courir jusqu'à fin 2024, si c'est la question. Mais possiblement reconductible. Tout à fait, c'est pas une fin en soi. Voilà. Écoutez, merci à vous pour vos questions et en tout cas, j'espère que ça éveillera chez vous des volontés de mettre en place des actions auprès des entreprises de vos territoires, voilà, que ce soit la coiffure ou autre. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions sur les caractéristiques de rejet ou sur les solutions à disposition.
on a déjà une bonne base de données sur ces thématiques. Parfait. Eh bien, on va clôturer du coup l'événement. Encore merci et à bientôt. Merci.